Mesdames et messieurs, bonjour. J'aurais aimé vous dire bonjour dans une salle pleine, mais comme vous pouvez le constater en ce moment, nous sommes dans une période un peu difficile. Il va falloir qu'on s'adapte, qu'on trouve des moyens, des solutions. Finding Ways, c'est une belle présentation qu'on va vous faire aujourd'hui avec mes collègues de ce matin à l'INSA. Alors je fais ça pour soi-disant lire, mais je ne vois pas. Comme vous avez pu le constater, je suis en situation de handicap, j'ai un petit problème visuel. J'ai envie de dire, ça saute aux yeux. Je ne vais pas vous m'attarder sur mon parcours personnel ou professionnel. Si je suis venu aujourd'hui, c'est surtout pour vous raconter comment je me suis adapté, comment j'ai pu trouver un moyen, comment j'ai pu, entre guillemets, survivre à ce qui m'arrivait, c'est-à-dire mon handicap. Et pour vous raconter tout ça, on va parcourir un petit plan qui s'affiche à l'écran. Donc, dans un premier temps, vous présenter pourquoi je pense qu'on trouve des solutions en pensant chercher des moyens. Vous raconter comment moi j'ai pu le faire grâce à un socle primordial qui consiste en la famille et l'amour des lettres et du savoir. Dans un troisième temps, nous allons voir comment j'ai pu évoluer d'une forme de curiosité au développement du sens critique. Ensuite, comprendre grâce aux nouvelles technologies comment est-ce que j'ai pu vraiment développer une plasticité cérébrale, parce que ça existe vraiment aujourd'hui. Il y a des études qui commencent à démontrer que les personnes malvoyantes ou qui perdent la vue ou qui perdent un sens n'ont pas un sixième sens, au contraire, mais une mutation de leur capacité cérébrale. Ce qui vous rend forcément parfois opportuniste quand vous êtes en situation de handicap, vous créez du lien social, mais ça va développer chez vous, en tout cas chez moi, une certaine audace. On va dire que j'ai pas froid aux yeux. Et puis forcément, là où vous pensez que je n'ai aucune acuité et que vous pensez que je ne vois pas, c'est là où je vais vous répondre que j'ai au contraire une vision interne. Comme disait un certain auteur, Jacques Lucéran, qui était résistant et aveugle, la vision interne, c'est la vision du bonheur. Et puis, on parle de bonheur, on parle d'émotion, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de rapport aux autres. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé le plus d'épanouissement et j'ai trouvé les moyens justement de cette ambition. Et en conclusion, je vous expliquerai pourquoi pour moi je pense que les moyens, on ne peut pas les trouver sans réfléchir et sans se projeter dans une solution. Commençons pour introduire notre sujet par une slide avec des personnalités qui me sont chères, j'allais dire chères à mes yeux. Nelson Mandela, en résistant à 27 ans d'incarcération, a pu non pas développer le moyen de résister à sa prison, mais trouver une solution pour son pays en devenant un symbole de liberté. Alors que lui voulait juste résister à l'incarcération, au fil de ces 27 années, il est devenu un symbole de liberté. Donc il a trouvé une solution pour sortir de la crise politique et de la guerre civile qui allait naître dans son pays. Moyen que Helen Keller, femme sourde et aveugle de naissance, a pu trouver pour apprendre le braille, apprendre le sens, apprendre les mots et devenir une grande auteure, une des plus grandes du siècle dernier. Sa consoeur, tout aussi exceptionnelle, Béatrice Viau, qui avait subi un accident de la vie dramatique, en trouvant des moyens de reprendre une vie normale, est devenue une des plus grandes combattantes en escrime, une des plus grandes championnes paralympiques de sa discipline, alors qu'elle n'a pas de poignets, elle n'a pas de membres supérieurs, et elle a gagné face à des adversaires qui ont des poignets et des membres supérieurs qui fonctionnent. Et enfin, un ami, cher à mes yeux aussi, Michael Jérémias, qui, après un accident de ski à l'âge de 18 ans, se retrouve dans une situation compliqué de rééducation et en cherchant à se rééduquer, à s'émanciper, à revivre, entre guillemets, est devenu un des plus grands champions paralympiques de la discipline en France, de tennis. Je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'ingrédient pour trouver des moyens pour ce qui m'a permis de résister, de faire de cette fameuse faiblesse que vous voyez là une force. Tout d'abord, il y a le socle familial, c'est primordial, de l'amour et du savoir. Mon père était illettré, il est né en 1948 en Algérie sous le régime de la décolonisation. Il ne savait pas lire ni écrire. Une fois, il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit que quand il est arrivé en France en 69, il a commencé par faire de la livraison avec un camion. Et comme il ne savait pas lire, une fois, il s'était trompé et il a dû faire un détour de 7 heures. Il n'a pas eu sa paye, ma mère n'a pas pu manger, mon frère et ma sœur aînée n'ont pas eu d'argent. Ça l'a traumatisé. Et il a fait de cette recherche de culture, de l'apprentissage, de la formation, le fer de lance de notre éducation avec mes frères et sœurs et moi. Ma mère, elle, était une jeune fleur, une nouara, comme on dit, algéroise, qui était assez éduquée. Et les deux ont formé un couple complémentaire, puisque ma mère, elle, m'a donné beaucoup d'amour, comme on est en droit d'attendre d'une mère quand on a la chance d'en avoir une, mais m'a surtout donné l'amour des autres, aller vers les autres. Et c'était primordial, parce qu'à ce moment-là, quand j'étais gamin, je ne savais pas que j'allais perdre la vue. Rajoutez à ça de la pauvreté et du handicap, et vous obtenez un environnement qui vous rend résilient. Donc l'environnement doit vous rendre résilient. C'est quelque chose qui fait que vous êtes prédestiné, d'une certaine manière, à trouver des moyens de manière naturelle pour évoluer ou vous adapter. Mais est-ce que le socle de valeurs, le socle familial suffit quand on se retrouve justement dans cette situation de handicap? Comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas lire, quand on ne peut pas lire? Forcément, on développe soit le toucher pour apprendre le braille, soit on fait appel aux nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, en ce qui me concerne, il y en a plusieurs. Les nouvelles technologies, c'est forcément l'utilisation d'un ordinateur, d'un PC.
Et pour utiliser un PC, il faut utiliser un clavier. Et ce qui a été vraiment fondamental dans mon évolution intellectuelle en tant que malvoyant, pour arriver à travailler, à faire le parcours que j'ai, à avoir le parcours que j'ai eu, c'était maîtriser le clavier. Et je l'ai appris par cœur. Donc je connais la moindre des touches, que ce soit du A jusqu'au contrôle, jusqu'à l'entrée du clavier, ce qui m'a permis aussi d'avoir une grande maîtrise de l'outil bureautique et de l'informatique. Maintenant, il y a aussi ce que j'appelle moi la vision interne, qui s'est développée grâce à ce logiciel. C'est une synthèse vocale qui est aussi disponible sur mon smartphone. Et il faut savoir que l'être humain, quand vous lisez, que ce soit en diagonale ou en lecture rapide, vous lisez en moyenne entre 150 à 200 mots minute. Pour ma part, je suis à 400 mots minute. Ce qui fait que ça m'a, au fil des années, développé une capacité d'acquisition des connaissances et de restitution du discours de manière assez phénoménale. Parce que ça a développé la mémoire du travail. On en parlera tout à l'heure. Mais pour vous illustrer ce que je raconte, on va faire une petite démonstration. Un de nos chers élèves de l'INSA va lire un petit texte que j'avais préparé. On va le chronométrer. 3, 2, 1, top. Always looking toward a reason, building the future. Difficile de regarder au loin quand on se trouve être quasi non-voyant. Mais voilà bien une devise empreinte de dérision qui caractérise bien l'ADN de Nasser Zorgani. Humour, polyvalence et résilience, faisant de son parcours et son profil un exemple vivant de ce que pourrait être un éclectisme atypique. Top. Bon, vous avez vu, il a une très jolie voix, une jolie diction. Maintenant, on va faire lire mon ami la synthèse vocale. Attention, 3, 2, 1, top. Top. L'écart entre les deux est en moyenne de 7 à 8 secondes. En ayant cette capacité à intégrer des informations de manière très très rapide, j'ai augmenté ma capacité de mémorisation, ma capacité de restitution, et forcément j'ai activé certaines zones du cerveau. Le cortex visuel primaire est la zone du cerveau qui permet à notre vision d'exister. Donc il y a une différence entre voir et percevoir. La vision est inversée au sein de l'œil et grâce à la rétine, vous pouvez percevoir tout ce que vous voyez autour de vous. En ce qui me concerne, on pourrait croire que, comme le dit le lieu commun, le sixième sens prend le relais, que j'entende mieux ou que je touche mieux. C'est totalement faux. Ce sont des idées reçues qui sont répandues depuis très longtemps dans l'imaginaire collectif, mais c'est totalement faux. En ce qui me concerne, je peux vous dire que ce qui a été le plus développé dans mon esprit, c'est la mémoire. Il y a des recherches, notamment à l'université de Tel Aviv et dans certains laboratoires parisiens en termes de plasticité du cerveau, qui ont permis de compenser l'utilisation de technologies adaptées, de basse vision, pour activer des zones du cortex visuel primaire. Et on s'est rendu compte que même en utilisant des logiciels ou en utilisant la mémoire du travail, les synthèses vocales, la capacité d'analyser le langage, ça a activé chez des sujets aveugles ou malvoyants certaines zones du cerveau qui correspondent à une vision. Donc, en effet, le cortex visuel primaire continue à fonctionner, mais de manière différente. Voilà une dimension, après le socle, après la technologie, mais il y a aussi le rapport aux autres, le rapport à l'humain et surtout l'analyse, j'allais dire le facteur chance, mais la chance qui n'existe pas. En effet, il y a ce qu'on appelle l'opportunisme, être à l'écoute, être attentif sur ce qui vous entoure. Moi, mon père m'a toujours dit, dans son éducation qu'il m'a donnée, déjà le premier point le plus important, c'est d'être capable de tenir ses promesses. Napoléon disait que le meilleur moyen de ne pas honorer ou de ne pas tenir une promesse, c'est tout simplement de ne pas en donner, ce qui est juste. Mon père m'a dit au contraire, un homme, entre guillemets, avec un grand H ou une femme avec un grand F, s'il veut être digne, il doit être en capacité de tenir ses promesses. Mais est-ce que ça suffit vraiment ? Ma mère, elle, m'a apporté ce côté un peu sociable. Elle m'a dit d'aller vers les autres. Et puis, le handicap vous oblige à développer des capacités, que vous puissiez demander votre chemin, que vous puissiez demander à quelqu'un de vous décrire un tableau, ou au restaurant savoir commander. Ça développe chez vous une capacité rhétorique. Finalement, en étant au contact des autres, vous trouvez juste le moyen de développer un sens rhétorique. Et je parlerai aussi d'une matière moi, qui m'a vraiment plu, c'était à la fac, c'était la logique. La logique, c'est une matière philosophique qui vous, entre guillemets, apprend à voir les textes avec les connecteurs logiques, avec les inductions, les déductions, les enchaînements, avec les arguments d'autorité, etc. Et vous commencez à analyser le monde avec une certaine logique. Et finalement, qu'est-ce que la logique, si ce n'est le meilleur moyen pour une personne aveugle ou en situation de handicap de trouver sa voie? Par exemple, je suis très, entre guillemets, amusé de voir les gens sur le quai du TGV demander au contrôleur, alors qu'ils sont à la voiture 3, où est-ce que se situe la voiture 8? Mais c'est logique, voiture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très logique. Mais les gens, en général, quand on voit avec ses yeux, on est pollué. On ne fait plus attention au sens critique et à la logique. On n'a plus de discernement, en fait. Il y a une chose que j'ai apprise en philosophie, c'était le kairos. Le kairos, c'est l'équivalent du chronos, mais lui est dédié à l'appréhension du temps dans un temps donné, pour savoir à peu près
à quel moment on peut faire une action. Si c'est trop tôt, c'est trop tard. Si c'est trop tard, c'est trop tard aussi. Donc c'est savoir à quel moment être en capacité d'attraper, il y a une notion d'attraper ce moment dans votre vie, que ce soit pour un stage, pour un emploi, pour une rencontre amoureuse. Il y a toujours vous avez l'impression que dans l'air, il y a un air il y a un flottement de chance, il y a un flottement de paramètres qui font que, eh bien ça c'est le kairos. Et pour savoir le détecter, il faut être à l'écoute, il faut être à l'affût. Et le handicap m'a rendu un peu à l'affût avec mes sens auditif et mon sens de l'esprit, bien sûr. Alors tout ça c'est bien beau, mais on est dans la théorie, il y a aussi la pratique. Finalement, je me suis rendu compte au fil de ces 18 ans, grâce aussi à une autre discipline, non pas les études, non pas le monde du professionnel, mais les arts martiaux japonais en particulier et la boxe anglaise, je me suis rendu compte que non seulement la vue n'était pas un obstacle dans la pratique de ces sports-là, mais qu'en plus j'étais d'une précision diabolique. Par exemple, je sais que le pied est ici, l'ordinateur est ici, la caméra serrée est ici, dans cet axe, je pense, et la caméra grande angle, si je me souviens bien, elle est là-bas. L'entrée, il y a une entrée ici, et je peux même être en capacité de vous dessiner le plan de l'INSA pour mettre un peu de pratique dans tout ça. D'accord ? Mais juste avant, je voulais vous parler aussi du mythe du super-héros. Parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, je mets en direct du droit un ancien champion du monde de boxe anglaise lors d'un gala qui a été organisé à Marseille. Et en fait, au fil des années, j'ai non seulement appris à mémoriser la taille, mais aussi la morphologie des corps, et à riposter en fonction des coups que je recevais grâce à l'angle avec lequel j'ai été touché. Tout ça en développant cette vision interne, cette acuité. Bon, passons à plus de pratique avec la démonstration par A plus B que je vais vous dessiner le plan d'accès avec les différents édifices de l'INSA. Pourtant, c'est la première fois que je viens ici. Alors nous sommes ici à l'INSA dans ce qu'on appelle la rotonde qui est un cercle que l'on va dessiner ici. Ensuite, nous sommes venus par ici. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui tourne en même temps, c'est le dernier chemin que nous avons parcouru avec des cours de tennis ici, qui sont derrière, et des résidences qui sont là-bas. On se repositionne sur le chemin et on va tracer un trait ici, par où nous sommes venus. Et quand nous sommes venus par ici, sur notre gauche, il y avait ce qu'on appelle l'immeuble Sadi Carnot, et juste derrière, un immeuble en travaux. Sur la droite, quand nous sommes venus, nous avons traversé une grande place, la place de l'Humanité, avec l'immeuble des sciences humaines, qui est ici. Et nous étions venus d'un autre grand immeuble qu'on appelle Jules Verne. D'ailleurs, où il y avait des produits inflammables et toxiques. On est bien dans une école d'ingénieurs. Et sur la gauche, ici, là-bas, au loin, il y avait ce qu'on appelle le bâtiment du génie électrique. Une fois que nous étions à Jules Verne, juste avant de rentrer dans cet immeuble, nous avons traversé une longue allée depuis le tramway qui est ici, qui coupe le campus en perpendiculaire. Et ici, c'est le sud, ici, c'est le nord. À l'ouest se trouve le Rhône et la Pardieu, avec la bibliothèque universitaire, je pense. Et de l'autre côté, ici, se trouve la bibliothèque de l'INSA. Juste avant de rentrer sur ce chemin, sur notre gauche, j'ai eu la joie de découvrir l'immeuble Pasteur. Merci, l'immeuble Pasteur. Et sur la droite ici, il y avait un autre amphithéâtre, l'amphithéâtre Laura Bassi. Et si on revient au niveau du tramway, on trace un nouveau trait droit jusqu'à mon hôtel qui était ici. Et en rentrant, en ayant traversé la rue, en faisant cette petite boucle, ici, on avait le restaurant universitaire ici, on avait aussi, merci, le restaurant universitaire ici, et on avait votre résidence, chers étudiants de l'INSA, ici. Et en face, un immeuble mystérieux que personne n'assume d'écrire. Et nous avions pris cette entrée avec ce petit passage piéton et nous étions dans mon hôtel. Voilà ce que j'appelle une vision interne. C'est la première fois que je viens ici, mais je suis en capacité de retracer dans ma tête en temps réel le plan de l'INSA. Alors, est-ce que ça correspond? Les étudiants vous le diront. Alors, tout ceci, c'est bien beau, mais il y a une composante, il y a une dimension qui n'est pas de la logique, qui n'est pas la nouvelle technologie, qui n'est pas la visualisation spatiale, qui n'est pas la vision interne que j'ai pu développer, c'est l'émotion. Le fait d'avoir très tôt vécu ce handicap, qui est devenu pour moi une force, ça a été aussi grâce à l'émotion. J'ai développé une capacité à être une éponge émotionnelle. Alors parfois, c'est difficile quand vous avez des amis qui ont des problèmes, etc. Mais parfois, ça peut être très utile pour comprendre le monde qui vous entoure. Parce qu'en développant l'intelligence émotionnelle, j'ai pu me rapprocher des autres. Alors, je n'étais pas du tout prédestiné à devenir un animal social. Parce que quand j'avais 17 ans et j'ai commencé à perdre la vue, ça m'a fait tellement peur, ça m'a terrorisé que je suis devenu agoraphobe. J'étais terrorisé par le fait de ne pas voir, de me cogner, de tomber, de dire à quelqu'un « aidez-moi ». Et en fait, au fil des années, quand j'ai développé cette vision interne, je me suis rendu compte que c'était aussi grâce aux récepteurs. Vous savez qu'on a des récepteurs chimiques comme la dopamine, la sérotonine, etc. Et certains se développent par le toucher, par le contact. Et
Au fil des années, j'ai carrément développé une personnalité très exubérante, très atypique, pour créer du lien et pour aller sans doute vers les autres. Vous connaissez sûrement le test du MBTI, avec ses codes couleurs aussi dans les tests de psychologie. Le jaune correspond à quelqu'un qui brille, comme le soleil, qui est au centre de l'énergie, qui dégage de la chaleur. Le rouge correspond à entre guillemets, un leader, un chef de guerre. Le vert correspond à une personne qui aime se mettre au service des autres. Et le bleu correspond à quelqu'un de très cartésien, de très fit, très carré et très sharp. Donc moi, je pense que je suis très jaune, très rouge, mais je peux comprendre les verts et les jaunes. Si j'avais une chose à vous dire pour conclure, c'est qu'il y a une différence entre voir et savoir. En ce qui me concerne, c'est le savoir qui m'a permis de devenir l'homme que je suis. Alors on dit souvent le savoir est une arme, c'est assez martial comme vision. Mais moi je préfère dire que le savoir est une solution ou un moyen. C'est à vous de déterminer ça. En ce qui me concerne, moi, ça m'a permis de perdre la vue, de développer des moyens de comprendre l'environnement, de m'intéresser aux autres, de me cultiver et de développer ce que j'appelle moi un sens tactique et stratégique pour évoluer dans l'environnement, pour ne jamais dépendre des autres, mais pour être plutôt au service des autres. Bon, maintenant il va falloir que je trouve le moyen de m'en aller en fait. Allez, salut.